17h43. Donc France Culture aura 50 ans au mois de décembre, le 8 décembre prochain exactement. Mais aujourd'hui, nous célébrons cet anniversaire avec aussi l'apparition d'un livre consacré à l'histoire de France Culture. L'histoire de France Culture qui est votre radio, plus que la nôtre, puisque nous vous rappelons, et vous êtes souvent à nous rappeler que nous sommes après tout que de passage ici. Mais enfin, le temps que nous soyons là, nous allons essayer, en évitant de se jeter des fleurs, de comprendre au fond les origines de notre radio, d'où elle vient, qui sait où va-t-elle et par où est-elle passée dans tous ces états, quoi. France Culture dans tous ces états, ou comme d'autres disent affectueusement, ou avec une pointe de balise, France Q, qu'est-ce que c'est? Ben oui, il y a des Q partout, France Q, qu'est-ce que c'est? Qui sommes-nous? Et donc, où allons-nous? Pour répondre à cette question-là, il y a déjà un élément tangible depuis hier sur les tables des libraires. 50 ans de France Culture, Anne-Marie Autissier et Emmanuel Laurentin. On n'échappe pas à Emmanuel Laurentin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marc. Bonjour Anne-Marie Autissier. Bonjour. Et nous sommes en compagnie également de Philippe Garby, l'homme des nuits de France Culture, mais vous n'avez pas été que l'homme des nuits à France Culture, vous avez été aussi l'homme du thé par exemple, ou l'homme de Proust. Ah oui, la tasse de thé. Ah, oui, la tasse de thé, c'était il y a 150 ans à peu près oui, avant la création de France Culture. J'ai presque mes annuités là. Voilà, et puis nous sommes en compagnie aussi de Bruno Gagnère-Fontany. Bonjour Bruno. Bonjour. Parce qu'il faut bien dire que cette radio n'existerait pas sans les techniciens, dont la place est quand même un peu congrue dans votre livre Anne-Marie Autissier. La place aux techniciens. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Ouais, donc on va essayer de remettre à sa place. On avait beaucoup de sujets à traiter et quand même, on parle souvent de la création sonore, on parle souvent des formes documentaires et là, on sait bien que les techniciens sont présents. Voilà, c'est vrai, heureusement qu'ils sont là même présents pour que l'émission puisse être diffusée ce matin, Emmanuel Laurentin. Oui, ils sont présents en particulier dans ce dernier chapitre dont vous aurez noté, Marc, qu'il n'y a pas de photo, une seule. Une photo de platine avec des bandes qui tournent effectivement, donc sans image, pour évoquer justement la question des règles de l'art, c'est-à-dire comment en fait France Culture a évolué au fur et à mesure de ces 50 années en créant le son France Culture, le fameux son France Culture, qui a été créé évidemment par des techniciens, mais aussi par des réalisateurs et réalisatrices de cette maison. Alors, puisque vous êtes à ma droite et que les uns et les autres, vous, Anne-Marie Autissier, vous êtes agrégée de lettres et vous avez fait votre thèse de sociologie sur France Culture, donc c'est une passion ancienne, et vous êtes l'auteur avec Emmanuel Laurentin, je le rappelle, de ce livre qui paraît chez Flammarion, et puisque donc Emmanuel Laurentin est l'homme de l'histoire ici, il nous faut quand même évidemment forcément commencer par faire un peu d'histoire, parce que avant France Culture, il y avait bien quelque chose quand même. Mais quoi, Anne-Marie Autissier? il y a eu le programme national. En fait, tout part après la Deuxième Guerre mondiale et tout part dans le mouvement de la libération, de l'idée aussi du rôle de l'État par rapport à la culture. Je pense que c'est très très lié. Ce que l'historienne Cécile Méadel explique, c'est que pendant l'entre-deux-guerres, les radios ont été beaucoup plus le fait de privés, d'entrepreneurs privés et de techniciens aussi privés. Alors qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre est passée par là. Et là, on a vraiment l'idée que l'État doit être présent, actif, et que l'État a un rôle majeur à jouer pour la culture. Ce sera aussi la création du ministère de la Culture en 1959. Je veux dire, c'est un même mouvement. Et oui, puis il faut dire que la radio, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'avait pas eu forcément bonne presse, sauf quand elle était utilisée par les Français libres, les résistants, qui, eux, évidemment, diffusaient des messages qui contribuaient à organiser la résistance à l'occupant, ce que la radio officielle ne faisait évidemment pas. Alors, il a fallu trouver un nom, et pour trouver un nom, il faut stimuler les auditeurs, leur offrir des récompenses. Écoutez cette archive, 664. Qu'évoque donc pour vous RTF Inter? L'information et la musique, la légèreté pour toute la famille et pour toute la journée. RTF Promotion, la culture générale, la littérature, le théâtre. RTF Haute Fidélité, la bonne musique. Faites vôtre ces 3 nouvelles chaînes de la RTF, en trouvant pour chacune d'entre elles un nom, et un seul, comportant obligatoirement la mention RTF et la dénomination par vous proposée. Ajoutez un slogan ou une devise pour RTF Inter. Le tout adressé à Concours Baptême RTF 64, boîte postale 302, Paris 17e. Peut-être serez-vous ainsi l'un des 4 heureux lauréats de ce concours organisé par l'Association des téléspectateurs et auditeurs de France et l'Association générale des auditeurs. Jusqu'au 5 novembre inclus, vous pouvez tous gagner
un tour du monde des stations de radio, organisé par Havas sur les lignes d'Air France. 20 000 francs en espèces, remis par la Réunion des sociétés d'assurance sur la vie, une Caravelle ou une R8 à boîte automatique, offerte par la régie Renault. Concours baptême RTF 64. On notera le côté sémillant de l'annonce, 20 000 francs en espèces, s'il vous plaît, ça serait, je pense, totalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut décrypter là? On a vraiment lancé le nom et trouvé le nom comme ça, à la suite de ce genre de petite annonce, Anne-Marie Autissier? Oui, ça a été un concours qui a été lancé par Roland Dordain pour rebaptiser les chaînes, en fait, pas seulement France Culture. Et c'est vrai que... Et c'est ce qui fera du coup France Inter, France Culture et France Musique. Hein. Oui, parce que les auditeurs, évidemment, quand on leur demande de faire simple, comment peut-on faire avec une radio qui a France dans son titre et qui parle de culture, elle trouve le titre de France Culture. Ce qui n'a pas toujours plu d'ailleurs aux différents directeurs qui se sont succédés à la tête de cette radio, parce qu'il y avait cette idée qu'effectivement c'était un peu restreint que de donner cette étiquette de culture, de France Culture, et pendant un certain temps, on a un peu maudit les auditeurs, certains des directeurs ont un peu maudit les auditeurs d'avoir choisi ce titre. Il faut rappeler qu'une des associations dont on parlait, c'était l'association de François Mauriac, qui était l'association des téléspectateurs et auditeurs de France. D'où le fait que régulièrement, des directeurs aient l'idée, comme à France Musique, de se dire qu'il faut se poser la question existentielle de savoir s'il faut y mettre un S ou pas à culture ou à musique. Philippe Garby? Oui, le speaker dit il faut nécessairement qu'il y ait le terme RTF Promotion. Et non, ça a disparu, parce que RTF Promotion France Culture, vous imaginez, vous écoutez quelle radio? RTF Promotion France Culture? Pas possible, on a le temps déjà de passer sur d'autres radios. Ah ben promotion, ça me fait penser qu'il faut que je rappelle qu'il y a un livre aujourd'hui, 50 ans de France Culture chez Flammarion. Au cas où on ne l'aurait pas dit déjà 3 fois. Dites, du coup, quand même, qu'est-ce qui se passe avec cette image d'abord du mot culture et puis l'image tout de même d'une radio qu'on va très vite peut-être accuser d'être une radio d'État comme les autres radios créées par le général de Gaulle, après tout, à l'époque, avec une maison de la radio qui naît au même moment, au sens Quai Passy, qui deviendra le Quai Kennedy, Anne-Marie Autissier. Je crois que oui, la dimension de radio d'État, elle est liée à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire contrôle, en particulier sur l'information d'ailleurs. Mais 63, c'est déjà une autre époque, c'est la naissance de l'ORTF, et à ce moment-là, on parle de tutelle, on parle plus on ne dit plus que la radio est sous l'autorité du ministère de l'Information, on dit que c'est la radio en général, la radio publique est sous tutelle. Et je crois que progressivement, on voit se constituer ce qu'on appelle aujourd'hui une radio de service public. Mais c'est vrai que juste après la guerre, on est dans un lien très, très étroit. Et d'ailleurs, dans le livre, on raconte des épisodes de censure de l'époque. Elle est relayée au ministère de l'Information directement. Et écoutez donc cette archive-ci. Maintenant, nous sommes en 1968, à la demande du général de Gaulle. Tous les médias français sont mobilisés pour aller rendre compte du génie aménageur du général à Grenoble pour les Jeux Olympiques d'hiver. À France Culture, comme ailleurs, on se plie à la mission. Il y a bien sûr quelques défraiements sans doute qui doivent aider. Et voilà que ça ne convainc quand même pas tout le monde. Nous sommes le 19 février 68. Les Jeux Olympiques, ça m'intéresse un peu comme tout le monde, mais plutôt c'est médiocre pour moi. Les Jeux Olympiques, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Vous savez, moi je fais pas de politique, je m'occupe pas de l'armée, je m'occupe de rien, je m'occupe que de mon travail. J'ai déjà assez de choses à faire avec ça. Jeté sur les quais de la nouvelle gare qui jouxte l'ancienne, a déjà détruite, jeté du train pour Genève en provenance de Nice un matin de janvier vers 5 heures, mécontent et transi, irrité, amusé aussi par ses efforts visibles pour ressembler plutôt à une aérogare, au plafond lustré de boules d'or. C'est ici le Pérou pour les athlètes. Oui, voilà comment a commencé pour moi cette émission. Comment je peux m'imaginer qu'elle a commencé. Comment je peux tâcher de rendre compte de ce commencement. Mais il ne vaut rien, c'est raté. Qu'importe mon arrivée à Grenoble et ce commencement arbitraire. La ville olympique, pour les premiers pas du voyageur, n'était qu'un chantier. Les travaux, les préparatifs de l'événement olympique avancent. Nous sommes encore à 3 semaines de l'ouverture des Jeux. Mais au reste, ce n'est pas pour les Jeux que je suis venu. Je vais aller me recoucher, que faire à une heure pareille? Il y a des oriflammes tout au long de la rue, très provinciale, quasi lyonnaise. Nos 3 couleurs, les 3 roses de Grenoble, le dauphin du Dauphiné et les cercles olympiques. Voilà, comme quoi, radio d'État, mais qui en même temps, au fond, n'a pas la langue dans sa poche, Philippe Garby. Mais c'est-à-dire qu'on part sans doute à Grenoble pendant quelques jours, comme ça, on fait quelques micro-trottoirs, ça s'appelait peut-être pas micro-trottoir à l'époque, parce qu'il faut quand même que la population s'exprime. On rentre en studio et puis après on cogite. Et puis l'émission s'appelle Recherche de notre temps. Oui. C'est Robert Valette et Harold Portnoy qui font l'émission. Alors évidemment, aller parler de sport, c'est quand même... Sur France Culture, à l'époque. Évidemment, on va gagner quelques médailles d'or, mais on ne le sait pas.
Et pas encore. Donc il faut, qu'allais-je faire là, pourquoi, etc. Voilà. Il y a toute une digression Emmanuel dans cette Laurentin. émission qui sera diffusée cet été dans la série d'émissions d'archives qu'on va faire avec Philippe Garbi. Il y a toute Ah oui, une j'ai digression. oublié la promotion. Il y aura aussi la série d'été. Il y a toute une digression, donc c'est très intéressant justement où la personne se retrouve à expliquer, le producteur se retrouve à expliquer qu'il est là, qu'il n'a pas tellement envie d'être là, mais qu'au bout du compte, pourquoi est-il là? Et donc il commence à réfléchir et ça ouvre l'émission. C'est assez formidable. Il y aurait d'ailleurs une histoire de cela à faire jusqu'aux époques tout à fait récentes, Emmanuel Laurentin. Alors, du coup, parce qu'il faut bien savoir, et c'est intéressant au fond de parler de France Culture en partant des clichés et des critiques. Alors, tantôt radio gauchiste, tantôt radio gaulliste. Anne-Marie Autissier, où est la vérité? J'ai envie de dire que ça a été un peu tout cela aussi. C'est une époque tout de même où le rapport entre l'art et la politique, je pense, la culture et la politique se vit un peu différemment. Donc, si vous vous souvenez du monde contemporain, le monde contemporain, c'est la synthèse et la cristallisation de ça, c'est-à-dire le fameux dialogue communiste-gaulliste d'après Deuxième Guerre mondiale, où il existe encore une fraternité, une interconnaissance. Donc je pense que oui, la radio évolue entre ces extrêmes, mais c'est des extrêmes qui se côtoient dans ces années-là. Vous avez parlé de dialogue, on avait déjà le sens des titres sur France Culture dans les années 70, écoutez celui-ci, magnifique, présenté par Pierre Lost, dialogue de l'année passée et de l'année future. Nous sommes en janvier 1969, là c'est peut-être la radio gaulliste qui parle, François Mauriac, c'est pour habituer les auditeurs à Philippe Meyer qui est affreux d'aujourd'hui. François Mauriac fait le débriefing, comme on dit maintenant aujourd'hui à France Culture, de 1968. Beaucoup souffert, si vous voulez, de la prodigieuse indifférence de la jeunesse à ce qu'elle détruisait. La jeunesse, il ne faut pas dire la jeunesse étudiante elle seule, mais aussi les syndicats ouvriers, ce qu'ils ont détruit. C'est aussi cette restauration des finances de la France, car n'oublions pas ce que De Gaulle avait fait en arrivant en 58, n'est-ce pas ? Cette restauration des finances qui ont été détruite, on peut dire, en 24 heures ou en 8 jours. Ce qui nous est arrivé d'atroce, vous comprenez. Dites, c'est la plaie du technicien, le producteur AFOD, Paul Gaillard-Fontani. C'est magnifique pour la radio. Je vous dis ça pour lancer Meyer. Oui, non, mais oui. Alors, non, mais ça, une voix comme ça, on la reconnaît tout de suite. On fait quelque chose avec comme les celle micros de la ou pas? météo qui parlait à un moment donné. Hein, oui, voilà, oui, bonjour, demain il fera très beau sur tout l'ensemble de Qui la c'était France. ça? Non, c'était Albert Simon, mais c'est sur Europe. Oui, sur Ah oui, non, Europe ou RTL? Europe. d'accord. Donc c'est pour dire, Ah oui, c'est pour vrai. dire à quel point on reconnaît véritablement. Il vous arrive souvent que des producteurs, parfois mal réveillés, vous disent tu peux pas m'arranger la voix ce matin. Oui. Et vous le faites ou vous le faites pas? Ça dépend. Enfin, si on vous, l'aime oui, ou- Jean-Frédéric si on Simon, mais l'aime vous ou pas. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il faut aimer un peu ou pas le producteur. Bien sûr, il y a ça. Puis il y en a même un qui m'a demandé, d'ailleurs, c'était... Pas de nom. Non, je dis pas non. Surtout pas de nom. On va se fâcher avec Surtout tout pas le monde. non. Oui. Mais il me dit, ouais, tu peux pas me mettre un peu plus de voix, tu vois, un peu plus comme ça, quoi, parce que, tu vois, c'était sur une histoire. Mais c'était pas Laurentin. Hein, On a pas du compris, tout, hein. mais je pense Laurentin qu'on a aura une tous voix deviné. magnifique. On aura tous deviné qui c'était. On va enchaîner. Est-ce qu'il est capable de les 50 ans de France Culture avec l'apparition du livre de l'histoire de France Culture, Anne-Marie Autissier, Emmanuel Laurentin, publié chez Flammarion. Il est sorti en librairie hier, je crois, c'est cela. Et je crois, Emmanuel Laurentin, venez donc vous asseoir au micro. Mais, Je vous le prête. c'est un coup à se faire plus d'ennemis que d'amis, non, de faire un livre sur France Culture? Ah bah sûrement, bien évidemment. Il y a ceux Vous qui vont savez, vous dire j'y suis pas. Il y a je les suis pas en photos, photo, il y a je les suis photos pas- qui manquent, les émissions qu'on a forcément oubliées, les Et il n'y a producteurs pas qu'on a d'index. oubliés aussi. Et il y a, Très et voilà. bien joué. Donc, Il n'y a pas d'index. Et non, très bien joué. Mais c'est voulu. Ah bah j'imagine, moi je suis non, dans ça n'est pas l'histoire du voulu, livre, non, mais- Anne-Marie c'est Autissier. un travail des éditeurs. Anne-Marie Autissier se fait toute petite sur sa chaîne. Non, mais c'est bien évident qu'effectivement, être dans la structure et raconter cette histoire, se mettre à distance, c'est extrêmement compliqué. On a essayé de le faire. Voilà. Voilà. De la Pour- sociologie participative. Oui, ça peut. Mais moi, je ne suis pas sociologue, contrairement à Anne-Marie, qui a regardé ça de l'extérieur quand elle a fait son travail de thèse. Moi, je suis à l'intérieur. On a essayé de travailler tous les deux vraiment à deux mains tout le temps, en se relisant.
rivalisant les uns les autres, mais l'un l'autre. Mais évidemment, il manquera des choses. Il y aura des choses qu'on n'aura pas citées. Voilà, on peut appeler une seconde édition. Peut-être on verra selon le succès du livre. De toute façon, c'est dans la tradition de France Culture que les gens, tout de même, au fond, s'engueulent confraternellement. Anne-Marie Autissier, y compris à l'antenne, souvenez-vous, notamment des très grandes heures du Panorama. Et rappelons Jacques Duchâteau, Nadine Vasseur, Pascal Casanova, Michel Bidlowski. Le Panorama du 25 octobre 1990, dont l'invité était Jean Hédard d'Allier. Il faut rester au niveau d'où est parti Edernalier, c'est-à-dire au niveau du fantasme. Posez-lui une question un précise. fantasme, se faire caresser, Roger Ladoune. Non, Pas du tout. Je dis si j'étais une femme, il tient plus aux femmes que vous avec votre gueule de raté, chauve et nul. Bon, au moins cache des belles mains, des beaux yeux, vous êtes jaloux. Et il a eu Gina Lolo Brigida, il a eu Jane Fonda, il a eu toutes les femmes du monde. Alors vous sortez dans la rue et faites-vous draguer. Si vous voulez que je vous réponde à ce niveau, qu'est-ce que c'est que ce monde littéraire et culturel? C'est des mal baisés, des mauvais baiseurs, des laids, des tristes. Voilà. Moi, je m'en fous. Si j'ai du talent, si je suis pas trop mal pour mon âge, si j'ai de l'argent, et j'ai rien à foutre de ce que vous pensez. Je parle simplement aujourd'hui aux auditeurs pour dire mon livre est sujet à un boycott formidable de la presse littéraire, pas de vous, puisque vous ne rendez plus de service, vous servez de faire valoir, hélas, lisez mon livre, aimez-le. On va en rester là. Mais parlons littérature. On va en rester là. Je le dis, je vous aime tous beaucoup. On va en rester désolé là. de vous faire cette leçon de choses. On va en rester là, qui était une des phrases magiques de Jacques Duchâteau qu'il a dû prononcer à peu près 25 millions de fois du temps où il l'animait, créé notamment le Panorama. On va en rester là. Non, on va pas du tout en rester là. Dans quelques instants, la chronique de Brice Couturier. Et France Culture, toujours à la pointe de l'actualité. Aujourd'hui sur Internet, savait déjà parler à ses auditeurs pour dire qu'elle était à la page. Allô, n'oubliez pas, ce soir, aux arènes de Panama. Toutes les émissions quotidiennes de France Culture, les programmes, les fréquences, le courrier des auditeurs, sur Minitel, 3615, France Culture. N'oubliez pas. Voilà, archives fournies par Bruno Guénard-Fontani, parce qu'il y a l'histoire officielle, mais il y a aussi les archives des techniciens auxquels nous aurons recours de temps à autre dans l'émission. 8h19, c'est l'heure de la chronique de 3615, Brice Couturier. Bonjour Marc. Puisque ce matin nous parlons de nous, France Culture, je vais vous parler de moi. Parce que ma vie entière est liée à l'histoire de France Culture. Derrière le poste, d'abord, je me souviens de la méfiance manifestée par cette marchande de biens pour laquelle, étudiante, je repeignais des appartements envers ce transistor posé à côté de l'échelle. C'est quoi cette radio que vous écoutez ? France Culture ? Eh ben, dites donc, ça n'a pas l'air marrant. Enfin, tant que le travail avance, hein. Derrière la vitre d'un studio, ensuite, en 1974, étudiant toujours, j'ai fait un stage auprès de Jean Janowski. Il présentait alors une émission sur l'éducation supérieure et la formation permanente. Et comme tous les pionniers, parce qu'il y avait beaucoup de pionniers à France Culture, il était à la fois chaleureux et impressionnant d'intelligence. En outre, bienveillant, il faisait semblant de recueillir mon avis avant chaque émission pour me donner l'illusion que je servais à quelque chose. C'est en le voyant mener une interview depuis la cabine technique que je me suis juré qu'un jour je passerais de l'autre côté et que c'est moi qui poserais les questions. Eh bien, c'est arrivé 11 ans plus tard. Je me souviens encore de ce jour de 1985 où le téléphone a sonné dans le couloir de Radio Nova, parce que j'avais évidemment pas de bureau, où j'officiais à midi et le soir. C'était Laura Adler. J'aime bien ce que vous faites, me dit-elle. Elle cherchait des gens nouveaux pour relooker la tranche horaire dont elle venait de recevoir la responsabilité en début de soirée sur France Culture. Ainsi, pendant 5 ans, j'ai présenté chaque jeudi une émission consacrée à l'actualité culturelle à l'étranger, chaque vendredi une autre consacrée aux cultures de masse, aux cultures jeunes, car voyez-vous, à l'époque, j'étais jeune et branché. À sa demande, l'émission changeait sans cesse de nom, d'angle, de format. Ses critiques pouvaient être sévères, je vous cite celle-ci, elle est authentique. Alors Brice, sur le fond, c'est nul. Sur la forme, tout est à revoir. J'attends ta proposition pour la semaine prochaine. Mais ces critiques, elles vous faisaient progresser. Et c'est à nouveau Laura Adler qui m'a proposé fin 2001, alors que s'achevait l'aventure du monde des débats, de créer une émission sur l'Europe.
avec Cause Commune, nous rendions compte de l'actualité culturelle européenne. Nous vivions les uns à côté, car nous vivons les uns à côté des autres sans nous lire ni nous écouter, de l'actualité politique en Europe, des grands sujets d'intérêt européen. Avec Jacqueline Hénard, nous avons tenté aussi d'initier nos auditeurs à ces institutions compliquées qui pilotent notre Union européenne. À l'époque, l'élargissement semblait donner un sens nouveau à cette aventure collective. Dans l'enceinte du Parlement européen, je tendais fébrilement mon micro aux participants de la Convention sur l'avenir de l'Europe pendant les séances de pause, avec la conviction de faire vivre aux auditeurs les grandes heures d'une constituante européenne. Tout le monde peut se tromper. Ensuite, nouveau cycle de 5 ans, du grain à moudre avec Julie Clarini, puis Douce Touret. Une mission, un objectif, mettre en discussion l'actualité en opposant le point de vue d'experts qualifiés. Je m'y étais préparé sur la grille d'été avec mes contre-expertises après le journal de 12h30. En 2003, j'avais d'ailleurs pour assistante une certaine Marie Richeux. Elle écrivait, elle avait l'air douée, elle a fait un joli bout de chemin depuis sur notre chaîne, ce qui prouve qu'elle aussi, elle a commencé stagiaire comme moi. Pas la peine de crier tous Pas les la jours peine de à 16 crier, heures. une excellente émission. Notre grain à moudre, lui, continue avec Hervé Gardette à la barre et les auditeurs peuvent constater qu'il a su non seulement conserver l'esprit du grain, mais qu'il l'a fait germer. En ce qui me concerne, j'ai retenu l'idée qu'il est nécessaire de procéder au déminage idéologique des débats que les médias, les autres, ont tendance à ramener systématiquement dans les ornières des clivages déjà connus, car les nouvelles questions, les nouveaux enjeux, ceux qui font progresser la réflexion, transcendent les oppositions binaires qui risquent de les stériliser. Depuis 2 ans donc, Marc, j'officie tous les jours dans les matins. Pour être à la hauteur de l'honneur qui m'est fait, je passe mes journées à constituer et à lire des paquets de documentation. Mais je jouis enfin du privilège de pouvoir donner mon avis tous les jours sur un sujet nouveau. Heureux homme. Hein ? Tous les jours, ainsi, j'apprends quelque chose et c'est aussi ce qui m'a toujours attiré vers France Culture. Bref, je suis passé de l'autre côté de la vitre, mais je n'ai pas oublié la leçon de Jean Janowski. La principale chose qu'il faut apprendre pour faire de la radio, c'est apprendre à écouter. La chronique de Brice Couturier, celle que vous ne lirez jamais dans 50 ans de France Culture chez Flammarion, à retrouver sur franceculture.fr. Anne-Marie Autissier. Voilà, c'est ce qu'on appelle un blanc, Emmanuel Laurentin. Non, mais en l'occurrence, je pense qu'il y a des dizaines d'histoires comme celle que vient de raconter Brice, en l'occurrence. C'est-à-dire que, soit, comme moi, on n'avait jamais écouté France Culture avant d'y entrer et d'y travailler, soit on est entré à France Culture parce qu'on avait écouté cette chaîne, etc. Et il y a une histoire de familiarité, comme pour nos auditeurs, c'est la même chose. Il y a d'ailleurs un chapitre dans ce livre sur les auditeurs, sur le rapport aux auditeurs que nous entretenons et qu'ils entretiennent avec leur chaîne en particulier. Les auditeurs, vaste sujet, justement, ils sont derrière le poste, il faut faire attention à ce que l'on va dire, Anne-Marie Autissier, mais les auditeurs qui, chacun, et ce qui est bien normal quand on est auditeur, comme on l'est nous-mêmes quand on se retrouve chez soi à écouter la radio, ont un avis sur ce qu'est évidemment cette chaîne, ce qu'elle doit être, ce qu'elle ne doit pas être, ce qu'elle ne doit pas devenir, les heures belles qu'elle a connues, les heures mauvaises qu'elle connaîtrait aujourd'hui, ou l'inverse. Il y a toutes sortes de combats entre auditeurs qui détiennent une vérité de France Culture, mais cela, au fond, ça a été quoi ? De tout temps, finalement. Oui, de tout temps, il y a eu un rapport un peu privilégié entre les auditeurs de la chaîne et la chaîne elle-même. Et ce rapport privilégié n'a jamais été unanime. C'est-à-dire qu'au fil du temps, les auditeurs, les débats sur la programmation de France Culture, moi j'ai travaillé surtout sur les stratégies de programmation. France Culture suit trop l'actualité. Oui, alors France Culture ne suit pas assez l'actualité. Une chose et son contraire tout le temps. Ah bon. Certains auditeurs qui veulent plus d'informations, certains auditeurs qui veulent surtout pas que France Culture s'occupe d'informations, des auditeurs qui veulent plus de dramatique, des auditeurs qui en veulent moins, des auditeurs qui veulent plus de musique. Enfin, je veux dire, au fil du temps, alors, par exemple, jamais les auditeurs n'ont été unanimes. Ce matin, je vois quelques commentaires qui disent, évidemment, comme d'habitude, Chasser le naturel, il revient au galop, il y a une femme ou 2 femmes pour 8 hommes. Ça, si on se réfère au travail de production et de programmation à France Culture, on peut constater que Agathe Mella était une des premières directrices. Bon, c'est vrai qu'il y a eu 2 directrices dans leur Adler, mais enfin Agathe Mella en 1971 a pris les rênes de cette radio où elle est restée quelques années et elle a joué un rôle extrêmement important et elle a vraiment réfléchi sur ce que c'était que la programmation d'une radio telle que France Culture. Et puis il faut rappeler aussi que dès le programme national, c'est-à-dire l'ancêtre de France Culture, Henri Barrault a fait venir des gens comme Lily Sioux. Lily Sioux avait une émission qui s'appelait
carte blanche dans laquelle elle invitait des créateurs ou des dramaturges, des acteurs et des comédiens. Et elle avait une tranche à part entière. Bon, je crois que ce qui montre une évolution très intéressante de la chaîne, c'est que de plus en plus, les femmes sont à la manœuvre, et les femmes sont à la manœuvre d'une émission. C'est-à-dire elles deviennent productrices à part entière. On se souviendra notamment des productrices du pays d'ici, nombreuses, Geneviève Ladouès, Laurence Bloch, Marion Thibat. Oui, mais ça c'est à partir des années 80. Emmanuel Laurentin, donc quand on dit aux auditeurs qui nous font des critiques que l'auditeur a toujours raison, évidemment on le flatte et on lui ment, puisqu'il a plusieurs avis, l'auditeur, différents. On peut choisir effectivement l'avis qu'il nous donne, c'est-à-dire celui qui nous convient le mieux, effectivement. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous disiez tout à l'heure, et ce qui est intéressant dans le travail qu'on a mené avec Anne-Marie pour ce livre, c'est de s'apercevoir que ces débats, ils sont là dès le départ. C'est-à-dire que les débats sur l'actualité, est-ce que France Culture doit suivre l'actualité ou est-ce qu'au contraire elle doit prendre de la distance par rapport à cette actualité? C'est une question dès les années 60, et en particulier juste après 1968. Les débats sur la musique, y a-t-il une place pour la musique et quelle place pour la musique sur cette chaîne, sont des débats qui sont naturels, puisque la première chaîne, c'est-à-dire celle de 1963, est une chaîne essentiellement musicale. Et de temps en temps, il y a des émissions qui sont des émissions parlées. Alors aujourd'hui, on pense qu'on est une chaîne de la parole, mais on l'a pas toujours été. Ça, c'est intéressant. La question de la place des intellectuels. Est-ce que c'est une chaîne qui est une chaîne pour les intellectuels et des intellectuels, ou est-ce que c'est une chaîne plus large qui doit traiter d'autres choses, de la question sociale, de la société, etc. Tout cela sont des questions qui ont été récurrentes tout au long, comme d'ailleurs la question de sortir des studios. Est-ce que c'est une chaîne en studio? Est-ce que c'est une chaîne qui doit dire le monde, partir loin, ramener des reportages et des documentaires? Tout ça sont des questions qui sont posées chez tous les directeurs successifs de France Culture. C'était ça qui était très intéressant. Et chacun sont avec des réformes accusés de dévoyer l'esprit de France Culture à chaque nouveau mandat. Oui, parce que je trouve que moi je pense, enfin on l'a écrit aussi, que France Culture hésite toujours entre le monument et le média, quoi. Enfin il y a quelque chose de l'ordre de l'édifice, du palais, dans lequel on peut toucher des petites choses, mais en gros faut pas changer l'ordonnancement des pièces. Donc il y a ça d'ailleurs dans l'esprit des directeurs successifs. Et puis en même temps, il y a de plus en plus la conscience que France Culture, c'est un média, et c'est un média d'abord. Et je pense que ça, la prise de conscience frontale, elle se fait dans les années 80 pour un certain nombre de raisons. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a toujours dans cette radio le mythe de l'âge d'or. Bon, ça existe partout, tout le temps, mais il y a le mythe de l'âge d'or, de c'était mieux avant, donc la radio a fait des choses, et c'est une représentation de l'âge d'or qui est partagée par aussi les auditeurs. Alors nous avons voulu justement aussi rendre hommage à cet âge d'or que beaucoup peuvent regretter à juste titre. Et là c'est une archive, et comme il n'est pas historien, c'est une archive du technicien Bruno Gagnard-Fontani qui nous a aimablement fourni. On n'a pas la date, parce que vous avez fait vos archives. Les techniciens se font leurs archives en douce. Et vous avez eu l'amabilité de nous en donner quelques-unes. Voilà. Oui, voilà, et au fur et à mesure de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, qui nous fait parfois sourire, si ce n'est rire. Parfois Parfois seulement. Je suis persuadé que Philippe Garby, qui va entendre l'archive et qui connaît toute cette maison, va sans doute pas le bêtisier de tout le monde. Les archives et le bêtisier, c'est autre chose. Écoutez ceci, Jean Beaufray, philosophe spécialiste d'Heidegger. Heidegger, en réalité, n'est pas plus poématologue qu'il n'est technologue. Sein und Zeit, être, temps, est un livre qui est considéré comme très difficile. Sein und Zeit, être et temps. Et alors essayons donc de voir si, à la lumière de ce qui a été dit, nous pouvons comprendre quelque chose à Sein und Zeit. Eh bien, remémorons-nous ce qui a été dit. Et c'est la phrase même d'Héraclite que Heidegger cite parfois, palintonos harmoniae, adjointement, pour ainsi dire, à rebours de l'un et de l'autre, à savoir de l'être et de l'étant. Jean Beaufray, en vous écoutant, on peut se poser quelques questions. D'abord, ai-je bien compris? Si l'on retrouve cette dimension de l'être, alors, d'après ce que j'ai compris, nous entrons en même temps dans une dimension nouvelle du temps, qui est peut-être sa dimension originelle, sa dimension profonde. Donc, une méditation sur une dimension oubliée de l'être peut permettre à l'homme, un jour,
d'entrer dans une dimension nouvelle et plus originelle. Et je dirais, s'il n'y avait eu rien de tel, je ne vois pas vraiment pourquoi, pendant 30 ans, j'aurais été son auditeur et son interlocuteur, comme il le disait un jour de Platon, chez qui Aristote avait été pendant 18 ans auditeur. Il avait posé un jour la question, qu'est-ce qu'Aristote a bien pu apprendre chez Platon ? Et comme on ne savait trop que répondre, c'est lui qui a donné la réponse en disant il a bien dû quand même y apprendre quelque chose, sans ça il serait parti. Est-ce qu'il y a quelque chose de mystique, quelque chose qui pourrait être une sorte de nostalgie de l'éternité ou de l'au-delà dans une telle démarche? À mon avis, c'est exactement le contraire. Mais pour nous tous, le mot « être » reste absolument obscur. Est-ce que l'être est une dimension supérieure, quelque chose qui ressemble à un Dieu moteur? Être n'est pas un verbe nul et mystérieux, mais il est le verbe des verbes. Il est celui qui apporte le plus. Voilà. L'être est autre chose. Mais ce n'est pas un étant C'était supérieur. la séquence nostalgie des batailles de France. Sur Philippe Garbi. Oui, mais je vois pas où est le problème. Ah, mais j'ai jamais dit qu'il y avait un problème, moi, je vous signale. Compris. 2, je n'ai pas compris, mais en même temps, c'est une réflexion intelligente sur un sujet qui m'échappe. Ce qui est amusant, c'est si on cherche des mauvais passages d'enfance culture, comme on peut en trouver dans une soirée entre amis. Il n'y a jamais de mauvais passage. Bien sûr que si. C'est un très bon passage. Et puis voilà, et c'est des moments où on pourrait dire par rapport à des mouches comme ça. Enfin voilà, où on dit n'importe quoi sur des sujets très simples. Mais c'est sans doute pas le cas. Simplement, c'est un sujet qui m'échappe. Mais il y a toujours eu aussi des propos sur la philosophie, sur la psychanalyse. Aujourd'hui, on me parle d'informatique. Je ne comprends absolument rien, mais je suis sûr que c'est réel. Ce qu'on dit est juste. Pour le Gagnard-Fontanier. Oui, non, enfin quand même. Je dirais que c'est la philo avant Raphaël et Adèle, quoi, quelque part. Parce que Raphaël Antoven, Adèle Van Rett. Voilà, bon, Rafa, notre Nadal de la philosophie, quoi. Emmanuel Laurentin, sur terre, Daniel Salnave. Oui, je vous écoute avec une certaine émotion, parce que pour moi, France Culture remonte très loin, en quelque sorte, dans au moins à Aristote. Et je suis... Des noms me viennent de gens qui ont disparu. Je pense à Pierre Cipriot, je pense à Alain Trutat, je pense à Roger Vrigny. Je me souviens, avec Roger Vrigny, nous nous coupions la parole tout le temps, et Christian Giudicelli disait « Ah, c'est le choc des titans, les deux grands bavards face à face. » Mais pour moi, France Culture, ça a été 3 choses, en quelque sorte. Le fait d'être un très jeune auteur et d'être immédiatement accueilli à une émission où je suis arrivé terrorisé, parce que c'était pour moi bien plus difficile que passer un concours ou quoi que ce soit. Parce que c'est le cahier des charges, pardon, hein, la radio du livre. Hein. Extraordinaire, ça, vraiment. Mon tout premier livre, je viens, on m'invite à France Culture, j'en revenais pas. Ensuite, la place du théâtre, énorme. Je pense à Lucien Toune, qui est devenu un grand ami. Et je pense aussi au lien de France Culture et de la nuit. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Les grandes émissions de nuit, les grands programmes de nuit. Bon, je pourrais dire beaucoup d'autres choses, mais c'est ça aussi. Est aujourd'hui le patron, il faut le rappeler. Et ça, vraiment, je pense que ça, c'est 3 choses, parce que c'est Culture, c'est la voix de la nuit aussi. On l'écoute la nuit, il y a des programmes qu'on veut entendre la nuit, il y a des moments de la nuit. C'est la radio des insomniaques, comme on dit, au bon sens du terme. Au bon sens du terme, bien sûr. Emmanuel Laurentin. Et puis, c'est tout de même cette archive qui a beaucoup fait rire Bruno, qui nous a fait rire aussi, d'une certaine façon. C'est aussi une archive qui montre aussi l'exigence, c'est-à-dire que c'est une exigence intellectuelle, comme le disait Philippe, c'est-à-dire il faut tout de même dire des choses, les comprendre, les reformuler s'il est nécessaire pour mieux les comprendre soi-même, parce que quelquefois on ne comprend pas toujours ce qui est dit par nos interviewés, et ça c'est extrêmement intéressant, et c'est aussi pour ça qu'une partie des auditeurs aiment ce type d'émission. Si je peux dire juste un mot, je pense... Bruno Gagnard-Fontanier. Je pense quand même qu'il y a quand même une nouvelle manière une nouvelle forme, on va dire, à France Culture, de raconter. Vous y êtes depuis combien de temps à France Emmanuel Laurentin est un excellent passeur, justement. Non, mais je le dis. Si on arrive à l'heure du tirage de pompe, ça va mal se passer. Voilà. Non, je le dis parce que les auditeurs vont pas aimer. Bon.
Non, je dis juste comme exemple, parce qu'il est là que je le vois. Mais Jean Beaufret ne pouvait pas parler autrement de ce sujet. Oui, il faut évidemment recontextualiser. Et de toute façon, ce qui est intéressant, c'est toujours ça dans les archives de Bruno Gagnard-Fontani, c'est que les gens à France Culture, les producteurs, ont toujours su se moquer évidemment d'eux-mêmes ou du cliché qu'on leur affublait, comme par exemple la question du ton, à une époque où l'on avait ce ton, vous écoutez France Culture, qu'incarnaient les speakers. Mais écoutez donc ce speaker-là, alors toujours pareil, là vous n'avez pas daté l'archive, mais on va essayer de la resituer en l'écoutant. Ce speaker-là, Jacques Lenoble, qui s'amuse justement avec les critiques que l'on commençait à émettre sur le ton un peu trop doctoral, école normale supérieure de la chaîne. Chers auditeurs, chères auditrices, à l'adresse de tous ceux, journalistes de toute confession, critiques, qui souhaiteraient un style moins soutenu et, comment dire, plus vernaculaire dans les prestations des speakers de l'ORTF, pardon, des présentateurs de France Culture. C'est un essai. Bonjour. C'est pas assez rapide. Il est déjà midi et tu écoutes France Q. Il est déjà midi et tu écoutes France Culture. Le panneau est présenté par une super nana ou par un mec sympa BCBG Blécard. Il est encore midi, si t'écoutes pas France Cul, reste où t'étais débile, tu seras toujours qu'un nul. C'est un essai. C'est passé à l'antenne. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est vous qui l'avez réalisé. Alors, le fameux débat... En réaction avec un article qui était passé dans Télérama, qui l'avait mis hors de lui. Donc Jacques Lenoble a dit oui, quand même, c'est quand même incroyable. Donc, tout et ça, qui, comme son nom l'indique, était très noble en plus. Qui s'est vraiment amusé à ça. Alors la question de l'actu, pas l'actu. Alors justement, on disait ça, les débats récurrents, il y a la place de l'actu et celle de l'intemporel, il y a la place des intellectuels, celle des experts, il y a le hors les murs ou le dans les murs, et puis ce qu'on vient d'évoquer là, il y a l'entre-soi. On nous reproche très souvent, on nous a beaucoup en tous les cas reproché de faire des émissions pour les doctorants, faites par les doctorants pour les doctorants. Alors évidemment, des gens qui ont passé 20 ans de leur vie à potasser un sujet qui discute entre eux, généralement c'est follement ennuyeux pour ceux qui ne sont pas passés par là. Mais il me semble que le France Culture actuel, et ça rejoint la discussion que nous avions à l'instant, voit poindre des talents de vulgarisateurs, au meilleur sens du terme. On voit effectivement, moi je ne vais pas citer des noms, il y en a certains qui sont en face de moi, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui savent faire passer ce que savent les autres, parce qu'ils ont aussi travaillé, c'est un boulot personnel. Vous avez le pouce levé de Bruno Gagnard-Fontani, ce qui n'arrive pas souvent. Mais si Bruno et moi, on a assez copains. Il dit mieux ce que tu veux dire. On a su susciter dans cette station des talents de vulgarisateurs, donc des gens qui sont des passeurs, qui savent faire parler les autres en évitant ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure avec Beaufret, qui évidemment fait fuir le public. Or, il me semble quand même une des missions essentielles de cette radio, c'est quand même ça, c'est transmettre du savoir. Or, alors je voudrais poser une question d'actualité, c'est que depuis un certain temps, on nous dit, Nora par exemple, nous dit les revues généralistes sont en crise parce que l'honnête homme des années 80, celui qui s'intéressait un petit peu à la fois à la socio, à la philo, à l'histoire, à l'économie, il est en train de disparaître. De plus en plus, les gens se sont spécialisés. D'ailleurs, on pourrait pointer la faute d'Internet là-dessus. Est-ce que notre radio a encore un sens aujourd'hui, dans la mesure où cet intellectuel généraliste qui était le client de base de France Culture, aujourd'hui tend à disparaître? Est-ce qu'on risque pas, nous, une crise? Parce que nous aussi, comme les radios généralistes, on s'adresse à des clientèles de plus en plus spécifiques et spécialisées. Moi, je ne pense pas, parce que Brice, parce que une des particularités d'une chaîne comme la nôtre, c'est le service public, c'est un savoir gratuit. Donc, une des questions qui se pose pour beaucoup de gens dans la société d'aujourd'hui, par la multiplicité justement à cause d'Internet justement des sites gratuits, c'est justement l'idée de payer pour du savoir, payer pour lire, payer pour acheter des revues, payer. Nous, d'une certaine façon, je pense qu'on est sorti de ce jeu-là, en tous les cas, c'est l'idée que je m'en fais. Et la question des podcasts, par exemple, est une question qui montre bien que ce savoir-là, c'est un savoir qui peut s'emmagasiner, s'écouter à distance et un peu plus loin, et ce qui prouve que ça marche, parce que peut-être aussi il y a la question de la gratuité. Je ne sais pas, c'est une hypothèse que j'avance, et Anne-Marie veut ajouter quelque chose. Oui, Anne-Marie Autissier. Oui, moi je pense que
si on regarde l'évolution de la chaîne à travers le temps, je pense que on ne doit pas avoir peur de ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, les gens non seulement ont besoin de savoir, mais ils ont besoin de sens. Ils ont besoin de relier les choses entre elles. C'est ce qui manque le plus. On est abreuvé d'informations extrêmement fragmentaires, etc. Donc je pense que avec effectivement le talent de ces passeurs que vous dites, il y a cette capacité-là à relier, à mettre en cohérence, à contextualiser. Et je pense que ça, il y a un public pour ça, y compris un public jeune. Alors cela dit, cette question de l'actualité, est-ce que France Culture doit suivre ou pas l'actualité, qui fait débat régulièrement, au fond, elle existe, cette question-là, mais l'actualité est suivie par France Culture. Alors il faut évidemment rappeler les contextes, après tout, des modes de journalisme, des façons de faire des programmes, de mélanger les rédactions ou pas avec les programmes. Bon, mais cette question-là, et France Culture l'a toujours suivie. Et par exemple, je voudrais, ça c'est une archive vraiment très rare, que vous nous avez indiqué, Emmanuel Laurentin, c'est notamment l'idée qu'on cherche à faire commenter l'opération Apollo en 69 et France Culture, mais comme d'autres très grands médias, mais on a oublié que France Culture a aussi consacré 30 heures d'émission à cet événement du XXe siècle, l'expédition Apollo 11, et que un reporter de France Culture, Jean-Claude Courdy, est allé à Tokyo, a pris son téléphone, a trouvé le moyen d'interviewer pour le faire réagir à cet événement, rien moins d'autre que Mishima. 我々は処女を愛しようとするときに決して処女に到達することができません。なぜならば我々が処女に到達したと確信を持って言えるときには彼女はもはや処女ではないからであります。 Je crois qu'atteindre la Lune, c'est un dépucelage de vierge. On la tue. Si on veut aimer une vierge, il ne faut jamais la toucher. Si on la touche, elle meurt. De même, lorsqu'on touche la mort, on meurt. Lorsque la mort nous atteint, on ne peut plus l'identifier de la même façon. Un homme mort est d'une autre nature qu'un vivant. Une différence cependant entre la Vierge et la mort. La Vierge, c'est l'objet qui se transforme. La mort, c'est le sujet lui-même, c'est-à-dire nous. Pour ce qui est de la Lune, nous ne savons pas encore si l'homme se dirige vers la Vierge ou vers la mort, c'est-à-dire si c'est nous qui nous transformons ou si c'est ce qui est en dehors de nous qui se transforme. En allant sur la Lune, nous voulons connaître une Vierge, mais c'est impossible. Les hommes n'arriveront jamais sur la Lune, car à peine les hommes y auront-ils posé les pieds qu'elle deviendra un morceau de terre sous nos pieds. La Lune, c'est l'astre que l'on regarde, et si les hommes vont sur la Lune, il n'y a plus d'astre. C'est bien leur destin de tuer les astres. Et voilà donc un exemple qui peut nous relier à aujourd'hui, toujours, Emmanuel Laurentin, c'est qu'au fond France Culture, c'est ce tissage, programme, rédaction, journalistes, alors 80 producteurs dit-on grosso modo, une trentaine de journalistes à la rédaction, et qui est une des spécificités. Les choses ne sont pas aussi cloisonnées que dans d'autres médias, elles sont très souvent reliées, l'exemple des matins en est un par exemple. Et puis aussi cette attention portée, quand on écoute les archives avec Philippe pour préparer cette série d'émissions, et avec Anne-Marie, puisqu'il y a des archives dans le livre, il faut bien le dire, qui ont été retranscrites dans le livre sur les 50 ans de France Culture, quand j'ai écouté ces archives, cette attention permanente portée à l'international, c'est-à-dire au monde. C'est-à-dire que là, on a Yukio Mishima, et 2 minutes plus tard, on a qui ? On a David Ben Gourion. David Ben Gourion qui a été interviewé pour demander à David Ben Gourion, d'abord en français, puis il dit non, je préfère parler en hébreu. Ensuite, ce qu'il pense de l'arrivée de l'homme sur la Lune. Donc, on a une attention portée, soutenue depuis très longtemps, depuis le début, à cette question du monde entier, de l'ouverture au monde, des intellectuels du monde entier, qui parlent français ou qui ne parlent pas français. Et ça, c'est une des particularités, je pense, quand on se tourne vers le passé, d'une chaîne comme France Culture. Alors, l'information, l'actualité, pas l'actualité, on va pas sortir vivant de ce studio, Anne-Marie Autissier, Emmanuel Laurentin, Philippe Garbi, Bruno Gagnard-Fontady, Daniel Selnave, Brice Couturier, si on ne parle pas tout de même aussi d'une des vocations de France Culture pour la radio de création, ce qu'on appelle à la fois le documentaire et la fiction, allant comme sur deux jambes, menant la vie de France Culture. Et ça, c'est évidemment extrêmement important. Encore une fois, de la fiction avec le plus gros contingent, on va dire, de comédiens qui sont dans le fichier de France Culture en France. C'est France Culture, c'est Radio France, mais par l'intermédiaire de France Culture, qui est le premier employeur de comédiens en France. Et c'est aussi la radio qui se permet des choses invraisemblables de l'ordre de la création et souvent magnifiques, de Yann Parentoel à René Farabé, avec des réalisateurs, producteurs
extrêmement connus, pionniers, José Pivin, pour ne citer que lui. René Janté. Qui est devenu René Janté, d'ailleurs, nous demande l'auditeur. Écoutez, je ne sais pas. Je l'ai au téléphone de temps en temps. Hein non, mais c'est sérieusement. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on répond à l'auditeur. Il faut se souvenir d'un itinéraire pour une Occitanie, un formidable reportage qu'il avait fait dans les années 70, enfin pas plus qu'un reportage, et documentaire sur la question du sud de la France et de l'Occitanie. Allez, 2 petits extraits tout de même pour se souvenir. Par exemple, si on parle de la création, on ne se souvient pas assez que Marguerite Duras a été aussi productrice, au fond, d'une certaine manière à France Culture, et que India Song, Anne-Marie Autissier, je vous laisse finir l'histoire. Et India Song, ça a été d'abord enregistré à la radio. Et pour une dramatique, voilà, elle est partie, je crois, avec la bande-son. C'est le film, non qui est devenu la bande-son du film. C'est du moins ce qu'on raconte. Voilà. Et comme elle est très connue, nous, on a choisi quelque chose de peu moins connu. C'est en 1967, et c'est une série de Marguerite Duras qui s'appelle Enfance. Et là, elle tend son micro au petit François, 6 ans. Je m'appelle François, j'ai 6 ans et demi. Et je m'appelle François Fort. Qu'est-ce qui est le meilleur dans la vie? Le chocolat ou le petit beurre. Les avions aussi. J'en prends toujours un pour aller dans mon pays. Quel est-il ton pays? C'est l'Argentine. Quand je serai grand, peut-être que je chanterai ou je ferai l'acrobatiste en même temps. Eh bien, quand tu seras grand, les autos, elles marcheront comment? Comment? Elles vont voler? Non, elles ne vont pas voler. Le grand vent qui passe dans les voitures et qui passe aussi dans notre peau. C'est un vent très glacial, elle peut voler les voitures. Parce que c'est un vent très froid. Terrible. Il n'y a que le vent qui peut soulever les voitures. 1967, Marguerite Duras. Quelques années plus tard, autre aspect, et c'est l'un des plus illustres de notre radio, Yann Parentoen, qui lui ne s'intéresse pas d'ailleurs à nous, pas aux producteurs, pas aux techniciens, pas aux réalisateurs. Il s'intéresse à la maison de la radio, à la maison de Radio France, lui, mais il s'intéresse aux femmes de ménage. Monique Estiverne, d'Haïti. Haïti. Ouais. Haïti. Ouais, c'est écrit comme ça, c'est Haïti. Mais Trema, il fait chaud, c'est Haïti. Comme Guadeloupe, Martinique à peu près. C'est l'île, c'est une île. Ouais, c'est une île. Non, Caraïbes là. On est en baie du Caraïbes. Ouais. On parle de créole. Cendrier. Un cendrier, c'est cendrier. Poubelle, on dit panifatra. Ça fait 5 ans? Ça fait 5 ans que je travaille ici. Le 19, je laisse ici. Yann Parentoen, Bruno Gagnard-Fontagny, c'est l'exemple même, au fond, de tout ce qui contredit parfois les cloisons et les pesanteurs de notre maison. Il était à la fois son producteur, son propre patron, son employé, son technicien, son réalisateur, son mixeur, enfin dans son réalisateur. Il y avait Claude Giovanni, il y a Claude Giovannetti, mais tout de même, à la figure très à part. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, oui, il était... Unique ? Oui, unique, on peut dire, et puis... Il avait presque son studio, on va dire. Il avait son studio, là, pratiquement, c'est vrai. Mais cela dit, les rapports entre le producteur, technicien sont souvent bons. Hein, c'est pas... Ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'une grande maison comme celle-ci, il y a des marges à cette maison. On sait peu, par exemple, que c'est ici que sont nées les premières émissions de Radio Libre, par exemple. Ce sont des techniciens de Radio France qui, devant la pesanteur de France Culture, par exemple, ont commencé à mixer en loose day, dans les studios, les premières émissions de Radio Verte. C'est ici que ça s'est fait. Donc, il y a toute cette dimension-là. Yann Parentoen, je pense qu'il a commencé sans trop demander à quiconque l'autorisation de le faire, à travailler comme producteur, technicien, réalisateur, puis ensuite c'est devenu institutionnel d'une certaine façon. Voilà, il y a donc des marges d'expérimentation de début, Daniel Sana. Je peux dire une toute petite, une anecdote très courte. J'ai dit un jour à Jean-Marie Borzec, qui était directeur de la chaîne à l'époque, que je partais pour un mois en Chine. Il m'a dit, vous emporterez un petit magnétophone avec vous et vous ferez 3 minutes que vous ne retoucherez pas et que vous apporterez. Vos 3 minutes par jour. Je les ai apportées et on a fait un journal qui a été diffusé pendant le mois d'août. Techniquement, ça ne devait pas être aussi bon si j'avais une équipe avec moi, mais c'était une audace qu'on pouvait se permettre et qui, moi, m'a beaucoup, évidemment... Alors, il ne faut quand même justement pas prendre les techniciens pour ce qu'ils ne sont pas.
ce que font parfois les producteurs, ou parfois les invités aussi, illustres soient-ils et brillants comme Jean-Luc Godard avec ses techniciens. Ce qui serait du travail, ça serait de parler à lui, que lui m'interviewe. Puis si vous ne savez pas enregistrer, ben, il devra faire deux choses ensemble, qui est à la fois parler puis à la fois enregistrer. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Mais lui, il ne me parlera pas. Pourquoi pas? Ben, je sais pas, allons-y. 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 Je ne suis pas syndiqué. Et j'ai une conception, je pense, intéressante de mon travail. Et je ne trouve pas que c'est un métier de fainéant. Par exemple, à la perche, j'en ai plein les bras, mais je pense que vous connaissez le son aussi bien que moi, et un micro placé à 5 cm de différence peut avoir un rendu différent. Et moi, j'essaye de traduire votre voix de la façon la plus présente, la plus chaleureuse, pour que ce que vous avez à dire passe le mieux. Mais par exemple, si j'étais Pinochet et que... Je le ferais pareil. Vous le feriez pareil. C'est là qu'il y a un truc complexe. Le truc complexe qui est extraordinaire dans cette archive, c'est que d'abord, si les techniciens ne parlent pas, ou pas forcément au moment où on les entend, ils n'en pensent pas moins. Et deuxièmement, ce qui est extraordinaire dans cette archive, vous avez remarqué, c'est que le technicien, pour parler, ne met pas le micro devant sa voix pour avoir sa voix nette. Il reste où il est, tout en continuant de prendre le son de Jean-Luc Godard, qui pense lui faire une leçon, alors que la leçon, elle est tout entièrement radiophonique, évidemment, dans cette histoire-là. Mais l'équipe de Godard filme aussi le technicien. C'est-à-dire, voilà, Claude Jean-Philippe est venu interviewer... C'était l'émission de Claude Jean-Philippe. Le cinéma des cinéastes. Voilà, et Godard engueule tout le monde. Il faut dire qu'avant d'engueuler le technicien, il avait engueulé Claude Jean-Philippe, donc Jean-Luc Godard, donc il a continuellement... Dans cette émission, c'était assez extraordinaire. Si France Culture est une émission...